Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce 13e épisode des webinaires Défi XP. Je m'appelle Romario Jacques, je travaille à l'ACTA et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Aujourd'hui, je serai l'animateur de ce webinaire avec Emery Pémonet, qui est aussi à l'écran. Ce 13e webinaire Défi XP fait partie de 3 séries de webinaires organisées par le réseau Défi XP depuis le printemps dernier. Nous sommes à notre 3e webinaire de la saison 3 et ce printemps, nous aurons encore 2 autres webinaires. Chaque webinaire traite d'une thématique en lien avec la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et fait témoigner pendant 1h15 ou 2 ou 3 projets Défi XP de différentes filières qui présentent en 15 minutes une partie des travaux ou résultats acquis dans leurs essais. Un temps de questions-réponses de 5 minutes est prévu entre chaque intervention. Les questions qui n'auraient pas le temps d'être traitées pendant ces 5 minutes le seront dans le chat, pendant le webinaire ou après le webinaire. Vous avez 2 possibilités d'interaction avec les intervenants et nous, animateurs. D'abord, il y a le bouton « Discussion, converser » ou « Chat » selon la version de Zoom à votre disposition. Cette rubrique est à utiliser pour nous faire part d'un éventuel souci technique. Il y a aussi le bouton Q et R pour poser vos questions aux intervenants. Avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais juste faire quelques rappels sur le réseau Défi XP. Alors, c'est un réseau qui est composé de 41 projets d'expérimentation qui ont débuté en 2018 ou 2019 et se termineront en 2023 ou 2024. Ces projets sont financés dans le cadre du plan Ecophyto. Ces projets testent aussi à l'échelle des systèmes de culture, voire à des échelles supérieures, des combinaisons de leviers et une approche agroécologique qui favorise la régulation naturelle des bioagresseurs pour n'utiliser les pesticides qu'en ultime recours. Au total, ce sont 197 sites et 260 systèmes qui sont expérimentés dans ce réseau, qui est aussi le petit frère du réseau Ferme, composé, lui, de 2000 exploitations agricoles volontaires pour tester des réductions d'IFT dans leur système de culture. Pour plus d'infos sur les projets Défi XP, je vous invite à consulter le portail Ecophytopic, les pages dédiées aux projets, sites et systèmes Défi XP. Ces pages, elles sont alimentées au fur et à mesure de l'acquisition des résultats dans les projets. Nous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intéresse à l'intégration de la lutte génétique comme un levier majeur pour trouver des alternatives aux pesticides. Alors, nous allons accueillir 3 projets et 3 intervenants. D'abord, nous aurons Samuel Alexandre de la Chambre d'agriculture de Nord-Pas-de-Calais pour le projet Mini-Pest en grande culture et culture légumière. Nous aurons ensuite une présentation de Damien Penguli du CAT pour le projet Braise et collègues en culture légumière. Et enfin, nous aurons Laurent Delière de l'INRAE pour le projet Salsa en viticulture. Je les remercie d'avance pour leurs interventions. Juste avant de céder la parole et le partage d'écran à Laurent, alors je vais introduire d'abord le projet, la parole à Alexandre. Alors, je vais d'abord introduire le projet Mini-Pest. Le projet Mini-Pest, c'est le projet de minimisation de l'utilisation des pesticides en système de grande culture et culture légumière en Hauts-de-France. Ce projet se déroule sur 2 sites expérimentaux et teste 4 systèmes de culture dans la région des Hauts-de-France. Il ambitionne d'aller au-delà de 50% de réduction des produits phytosanitaires, l'idée étant de faire appel à ces derniers quand ultime recours. Par ailleurs, le projet vise à amplifier dans la région des Hauts-de-France le transfert des connaissances vers les producteurs et les apprenants et à mesurer l'acceptabilité des leviers proposés par les acteurs des filières dans la région. Ils mettent en place différentes stratégies pour gérer les bioagresseurs, dont le choix des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies.
Alors, Alexandre, je te laisse la main pour le partage d'écran. Merci. Alors, voilà, donc bonjour à tous. Je m'appelle Samuel Alexandre, je suis responsable technique du coup du projet Minipest dans les Hauts-de-France et à côté conseiller production végétale pour un GEDA qui est composé d'à peu près 90 agriculteurs. Voilà. Donc, la lutte génétique est un des leviers majeurs, nous, dans notre projet, hein, dans la lutte contre les bioagresseurs, mais également qui va nous permettre de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, donc en l'occurrence l'aspect, tout ce qui est réduction du post-fongicide. Donc, pour replacer un petit peu le contexte, hein, je vais vous faire un rappel rapide des objectifs de ce projet-là. Hein. Donc, bon, même si Romario l'a très bien dit dans son introduction, le projet Minipest est dans le prolongement de la première version du projet Défi XP, hein, qui a commencé en 2012 et qui s'est terminé en 2018 et qui visait une réduction de 50% de l'utilisation des produits phyto à l'échelle d'un système de culture. Donc là, avec le projet Minipest, on a décidé d'aller au-delà de ces 50% de réduction de phyto. On est sur une utilisation des produits phyto vraiment en dernier recours. On va mettre en place une combinaison de leviers alternatifs pour ne pas utiliser ces produits-là. Et si malheureusement ces leviers-là ne fonctionnent pas, on s'accordera en fonction du quota d'IFT qui nous restera, parce qu'on restera quand même sur un seuil minimum de 50%. On utilisera les produits phyto. Voilà. L'un des autres objectifs, comme le dit Romario, c'est de transférer auprès des agriculteurs, des acteurs du monde agricole. Donc ça, il y a des actions faites au niveau de la filière, au niveau des partenaires. Hein, c'est l'ISON au niveau du partenaire qui s'occupe de ça. On évalue aussi la faisabilité des leviers utilisés, hein, afin d'améliorer nos combinaisons de leviers, puis éventuellement de détecter les freins qu'on a pu détecter dans le système de culture testé. Et derrière tout ça, on mesure également l'évolution des populations de bioagresseurs, voir quel impact la combinaison des leviers qu'on a mis en place a sur tout ce qui est population de bioagresseurs, mais également sur la vie du sol au niveau de la fertilité. Il y a des calculs de mesure de fertilité de sol qui sont faits, et également des tests en laboratoire sur des niveaux de résistance, voir si la réduction des phytos permet une diminution des phénomènes de résistance, ce qui est quand même primordial sur la partie réduction des fongicides et intégration des variétés tolérantes dans notre système. Et au bout de ça, on estime également, l'objectif, c'est de voir les conséquences technico-économiques que notre système peut avoir à l'échelle d'une exploitation. Donc là, toutes les données de Minipest, toutes les interventions sont rentrées sur le logiciel Cister qui nous permet de calculer toute une batterie d'indicateurs technico-économiques. Donc, on a 2 sites en région Hauts-de-France. Hein. On a le premier site qui est sur le site du lycée agricole d'Arras, où là, on est sur un système grande culture avec introduction de légumières. Et le deuxième site qui est sur la station expérimentale du pôle légumes à Lorgy, où là, on est sur un système de culture légumier avec introduction de grandes cultures. On est sur des rotations de 6 ans avec 2 systèmes testés, hein, donc un système qui s'appelle IFT 100. Donc, il est conforme à la référence régionale, hein, donc on pratique ce qui est fait, ce que l'agriculteur moyen fait sur ses parcelles. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle l'IFT réduit, donc la deuxième modalité, où là, on va mettre en place toute une combinaison de leviers alternatifs pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, je vais vous faire un focus sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, hein, la partie lutte contre les maladies. Donc, comme je vous le disais, hein, l'utilisation de variétés tolérantes, c'est un des leviers prépondérants sur cette thématique-là. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, nous, on va jouer sur la rotation. Hein. La rotation va avoir un impact sur la maladie. Hein. Le fait de succéder des cultures d'hiver, des cultures de printemps, ça va casser le cycle de certaines maladies. Donc, j'ai envie de dire, la rotation, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et à côté de ça, on va utiliser des OAD, donc des outils d'aide à la décision. On a utilisé l'outil d'aide à la décision Miloni en oignon et l'outil d'aide à la décision Mileos en pommes de terre
qui va grosso modo, nous dicter les interventions à réaliser en fonction des conditions météo et de la pression mildiou qu'il peut y avoir sur cette culture-là, parce que la maladie prépondérante, que ce soit en pommes de terre ou en oignons, nous, c'est le mildiou. Ensuite, en blé, on va décaler les dates de semis pour avoir un effet aussi sur les maladies. Nous, dans les Hauts-de-France, en moyenne, on sème aux alentours du 10 octobre. Nous, on s'impose de ne pas semer avant au moins le 20-25 octobre. Voilà, pour avoir un décalage au niveau des cycles de maladies. On va utiliser du coup des variétés tolérantes en blé, voire même des mélanges de variétés tolérantes pour accentuer le niveau de tolérance des variétés. Et on va également utiliser ce qu'on appelle des variétés, là, par contre, résistantes, donc en pommes de terre et en oignons, pour là, pareil, limiter l'utilisation des phytos, donc en complément avec d'autres leviers qu'on aura mis en place. On a également utilisé en pommes de terre des produits de biocontrôle pour limiter du coup l'impact IFT. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé du phosphonate de potassium qui nous a permis de baisser les doses de produits phytosanitaires qui ont été appliqués pour la lutte contre le mildiou. Et en complément de tout ça, on utilise bien évidemment les seuils du bulletin de santé du végétal qui va nous dicter une partie des interventions, par exemple en blé. Tant qu'on n'a pas atteint les seuils de nuisibilité, on s'interdit d'intervenir. Voilà, au niveau des résultats, grosso modo, ça a été satisfaisant sur l'ensemble des cultures. En chou-fleur, on n'a pas de différence de tolérance de variété par rapport aux maladies, donc on ne fait pas de différenciation là-dessus. Mais grosso modo, sur l'ensemble des variétés, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une bonne action de ces leviers-là sur la gestion des maladies. Voilà, alors au niveau des critères de choix, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc nous en blé, on a utilisé un mélange de 3 variétés. Donc on se bat pour utiliser pour choisir ces variétés-là, on se base par rapport aux résultats d'essais des chambres d'agriculture d'Arvalis. Donc là, on a un mélange de 3 variétés productives qui sont tolérantes aux maladies et qui sont bien implantées dans la région. Donc nous, les maladies prépondérantes en blé, c'est la septoriose et la rouille jaune. Donc là, pareil, je vous ai mis l'exemple de 2023. On a implanté un mélange de chevignon, extase et addiction. En pommes de terre, on utilise notre critère de décision, c'est une variété qui répond aux critères de l'industriel et qui soit tolérante au mildiou, en complément de l'utilisation de l'outil d'aide à la décision Mileos. Donc là, par exemple, en 2022, on a utilisé la variété Kelly, qui est une variété tolérante au mildiou, qui était une variété tolérante au mildiou. Et cette année, on va partir sur la variété Lady Jane, qui là également est une variété tolérante au mildiou et qui correspond aux débouchés conso frites des industriels. En oignon, on a utilisé une variété donc là résistante. L'objectif, c'est zéro fongicide. Donc, c'est une variété qui est utilisée en agriculture biologique qui s'appelle Restora. Donc, en 2022, c'était celle-là. En 2023, ce sera celle-là aussi. En betterave, donc là, plus pour le site de Tilloy, c'est l'ITB qui gère cette partie-là. Le critère de choix, c'est une variété qui soit à la fois productive et tolérante à tout ce qui est cercosporiose, rouille, oïdium, bien évidemment, du coup, en complément de la méthode indice pression maladie. Donc, c'est des observations, c'est des seuils BSV qui sont utilisés pour déclencher ou non les traitements fongicides. Au niveau des résultats, donc je vous ai extrait des résultats donc poste par poste, culture par culture. Donc là, faites bien attention à l'interprétation de ces résultats-là. C'est pas les résultats que je vous montre ici, c'est pas uniquement l'effet variétal. Il y a bien une combinaison de leviers alternatifs qui viennent donner cette efficacité finale-là. Donc là, vous avez en premier lieu l'évolution des IFT hors herbicides, fongicides en blé sur l'année de 2013 à 2022. Donc là, il y a le projet Défi XP qui rentre en compte. On a à peu près, là, vous avez 9 années de recul. On a réussi à réduire l'IFT de 79% par rapport à l'IFT 100, ce qui est plutôt vraiment très, très satisfaisant. Si vous extrapolez ça par rapport au rendement blé, on a quand même eu une petite baisse de rendement au niveau de ces 9 ans, avec une baisse de 9% de rendement en moins en moyenne. Bon, qui ne s'explique pas forcément tout le temps par l'effet variétal. Il y a ce critère-là, mais si vous prenez l'exemple de 2016, on a été inondé sur la station, on a eu des gros orages au mois de mai qui a eu un impact sur le rendement.
Voilà, donc tout ça pour dire que ces résultats-là ne sont pas forcément dus uniquement à la variété, mais c'est bien vraiment l'ensemble de la combinaison des leviers qui ont été décidés sur la culture en question. En termes de gestion de maladie, on a quand même réussi, on est resté sur des niveaux corrects de pression, que ce soit sur l'IFT100 qui a été traité comme ce qui se faisait en plaine, que ce soit sur l'itinéraire réduit où il y a eu 0, voire un traitement grand max à dernière feuille. En pomme de terre, donc nous, la maladie, ce que je vous disais, la maladie qui nous embête le plus, c'est le mildiou. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas d'avoir de mildiou sur la parcelle. Donc, l'utilisation de variétés tolérantes couplée à l'outil d'aide à la décision Mileos nous a permis, sur la moyenne 2013-2022, de réduire l'IFT fongicide de 41%. Ce qui est important pour le domaine de la pomme de terre. Je vous prends l'exemple, si vous regardez le graphique, en 2022, on a réduit l'IFT de 54%. Donc, c'est quand même un niveau de réduction élevé pour la culture. Bon, on a le facteur climatique qui nous a bien aidé aussi en 2022 avec les conditions très sèches qu'on a eues à l'été. Et au niveau du rendement, il n'y a pas eu d'impact. Alors, c'est pareil, interpréter ça, on n'a pas la même variété entre l'IFT 100 et l'IFT réduit. Donc là, l'augmentation de rendement de 6%, c'est dû uniquement par l'effet variétal. On avait une variété sur l'IFT réduit qui a été un peu plus productive, qui est un peu plus productive que la référence IFT 100 qui a été mise en place sur l'essai. Sur la partie oignon, sur la partie IFT fongicide, donc comme vous pouvez le voir en 2018, là on s'interdisait d'appliquer des produits fongicides. Faut savoir que le mildiou en oignon c'est encore plus compliqué qu'en pomme de terre parce qu'en oignon vous avez que des solutions préventives. En pomme de terre, si vous avez un peu de mildiou, on a des solutions curatives qui permettent de maîtriser la maladie, chose qu'on n'a pas en oignon. Donc on n'est que sur du préventif. Donc à partir de 2018, utilisation de variétés résistantes, on s'interdit d'utiliser des fongicides, ce qui a plutôt très bien marché parce qu'on n'a pas eu d'attaque de mildiou sur la modalité réduction. En termes d'évolution de rendement, on a une évolution moyenne de plus 6 sur la moyenne 2013-2022. Bon, là, encore là, à faire attention. Si je vous prends l'exemple de 2022, on a 41% de réduction de rendement en moins par rapport à l'IFT 100. Ça s'explique principalement par un défaut de structure. Il y a eu un problème de structure dû aux règles de décision sur des préparations de sol à l'automne qui s'étaient refermées pendant l'hiver et ça a induit un impact sur le développement de la culture. Mais tout ça pour dire qu'avec des variétés résistantes, on arrive à maîtriser la maladie en oignon. Alors, pourquoi aussi utiliser des variétés tolérantes et résistantes? Il y a bien évidemment l'objectif de réduction de phyto, mais il y a aussi l'évolution des résistances. Alors là, je vous ai repris le graphique qui a été de l'état des lieux de la résistance septoriose. C'est un graphique issu d'Arvalis. Bon, on peut le voir, depuis 2018, on a quand même une évolution, on va dire, exponentielle des souches de résistance liées à la septoriose, que ce soit sur les triazoles ou les CAR-R, qui sont les souches résistantes au SDHI. Donc, ça interpelle quand même beaucoup la profession agricole, mais ça nous interpelle également beaucoup. Ce qui veut dire que la résistance plus la réglementation qui se durcit, si on n'a plus de triazole et si les seuls triazoles qui nous restent sont résistantes à la septoriose, le levier génétique est d'autant plus un facteur important dans les règles de décision de l'agriculteur pour gérer les maladies à l'échelle de la culture. Voilà. Alors, pour conclure sur cette partie de webinaire, le levier variétal est prépondérant dans la lutte contre les bioagresseurs, dans la gestion des résistances, mais également, bien évidemment, dans la réduction des produits phytosanitaires. Mais seul, il montre quand même des limites. Il faut bien combiner d'autres leviers alternatifs à côté pour pouvoir atteindre l'optimum d'efficacité de ce levier génétique. Donc là, ça va passer, nous, en l'occurrence, dans notre XP, ça passe par l'outil d'aide à la décision, par la gestion de la fertilisation en blé et l'utilisation des seuils BSV. C'est quelques exemples, il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que sinon, on pourrait y passer l'après-midi. Je vais vous prendre l'exemple du blé parce qu'en termes de transférabilité, ça change quand même depuis la mise en place de la V1 en 2012. La transférabilité du levier génétique, au moins en blé, elle a été acquise
par un grand nombre d'agriculteurs parce qu'en une dizaine d'années, je me souviens qu'en 2012, on mettait la variété trapèze. C'était une variété très productive, mais très sensible aux maladies. C'était 3-4 fongicides sur cette culture-là, sur cette variété-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, les variétés qu'on utilise, nous, dans les FT réduits, ça représente à peu près 80% de la sole dans les Hauts-de-France. Ça veut dire variété chevignon extase. Et c'est des variétés qui mêlent productivité et bonne tolérance à la maladie. Cependant, il faut rester quand même vigilant parce que utilisation de variétés tolérantes ne veut pas dire abstention d'observation en plaine. C'est-à-dire qu'on a des souches de maladies qui arrivent à contourner la tolérance des variétés. Et en l'occurrence, nous, on a été beaucoup embêtés avec la rouille jaune l'année dernière, qui, avec ces souches, contourne très vite les tolérances des variétés. C'est-à-dire qu'une variété qui était tolérante en 2021 a pu passer sensible en 2022. Donc, l'utilisation de variétés tolérantes ou résistantes sur une exploitation ne veut pas dire de s'abstenir d'observation. L'observation reste primordiale pour une bonne gestion des bioagresseurs avec l'utilisation de variétés tolérantes. Autre exemple en pommes de terre, donc là vous l'avez vu dans les résultats, hein, l'utilisation d'une variété tolérante au milieu couplée à l'outil d'aide à la décision Mileos nous a donné de très très bons résultats avec une forte baisse de la réduction de l'IFT fongicide. Mais là encore, techniquement, on a montré les choses, mais là, on a besoin de la filière, clairement, pour apporter des solutions concrètes à l'agriculteur, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'industriel qui impose les variétés à l'agriculteur. Et à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des variétés qui sont proposées à l'agriculteur sont des variétés sensibles au mildiou. Donc malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. On a montré les résultats techniques. Maintenant, il faut que la filière nous aide sur cette partie-là pour pouvoir permettre à l'agriculteur d'avoir des variétés tolérantes et du coup baisser ses IFT sur cette partie-là. En oignon, donc l'utilisation d'une variété là, résistante nous a permis de se passer de fongicides. Mais encore là, malheureusement, hein, c'est sur la partie économique que ça coince. Parce qu'il faut savoir que cette variété résistante-là, comparée aux variétés classiques qui sont mises en plaine chez l'agriculteur, elle coûte 2,5 fois plus cher qu'une variété classique. Et l'économie de fongicides ne permet pas de compenser ce surcoût au niveau de la variété. Donc, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les variétés résistantes restent cantonnées pour la partie agriculture bio. Elle a du mal à se développer sur la partie conventionnelle dû à ce surcoût lié à la variété. Voilà, après, au niveau face à l'augmentation des suppressions de matières actives, hein, parce que ça aussi, hein, on a une réglementation qui avance et qui se durcit très fort et très vite. Le levier génétique, c'est un levier indispensable hein, sur des systèmes d'exploitation. De toute façon, on le voit en blé, hein, c'est acquis pour une bonne partie des exploitants. Mais malheureusement, on a besoin de la filière pour avancer encore plus vite. Et malheureusement, la réglementation n'attend parfois pas que les solutions agronomiques soient là pour nous interdire des produits. Et je vais vous prendre l'exemple de la gestion des pucerons en betterave avec l'arrêt des néonicotinoïdes. Le couperet est tombé cette année. Hein. Jusqu'à l'année dernière, on avait des dérogations. Cette année, ça y est, on n'en a plus du tout. À l'heure d'aujourd'hui, l'ITB, les instituts techniques sont encore en recherche de solutions parce que, mis à part les applications en végétation, concrètement, au niveau de l'agronomie et de la génétique, pour l'instant, il n'y a pas encore de choses, on va dire, fiables à proposer à l'agriculteur. Il y a les premières variétés tolérantes jaunisses qui devraient arriver d'ici l'année prochaine. Mais on nous a déjà prévenu que ce serait des variétés moins productives. On aurait une baisse de productivité à peu près de 5 à 10% par rapport à ce qu'on peut connaître à l'heure d'aujourd'hui. Et qui veut dire variété tolérante qui va arriver sur le marché ne veut pas dire forcément arrêt des traitements en végétation. Donc, il y a encore pas mal de boulot sur certaines filières. Mais la génétique, pour moi, au vu de ce qu'on voit sur les essais et en tant que conseiller, clairement, c'est l'avenir, quoi, hein. Et je pense que l'agriculteur a compris ces choses-là et en termes de transférabilité, je pense que ça va avancer vite si les filières sont de notre côté. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai respecté le timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, on a encore dans le temps. Merci Samuel pour cette présentation qui du coup a été très claire.
On va prendre le temps de poser enfin, les questions qui sont dans le chat. Alors, il y a une question concernant les variétés. Est-ce que ces variétés-là, elles ont été obtenues suite à une sélection ou juste par manipulation génétique, c'est-à-dire insertion de gènes? Non, non, elles ont été obtenues via de la sélection. Après, nous, en fait, on se base par rapport aux notes CTPS et aux résultats qu'on voit dans les résultats d'essai pour le choix de nos variétés, clairement. Après, comment la variété a été sélectionnée, bon, ça on n'y prête pas forcément attention. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les notes de tolérance variétale et la productivité à côté, quoi. Et D'accord. bien évidemment, des variétés qui restent dans les créneaux de débouchés qu'on peut avoir sur notre secteur. OK. Mais une autre question concerne le mélange des blés que vous réalisez. Est-ce que ça ne pose pas de problème avec la filière? Donc, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, des problèmes de débouchés? Est-ce qu'on peut proposer ces variétés en agriculture biologique, par exemple? Oui, oui, c'est proposé. D'ailleurs, on a des coopératives dans le secteur qui proposent des mélanges tout faits. On est sur des variétés meunières. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du débouché. Il y a pour qu'on passe en blé meunier, on a un objectif protéine de 11,5. Donc, tant que l'agriculteur a un objectif protéine a un taux de protéine à 11,5, ça passe en meunier. Bon, après, sinon, s'il est en dessous, ça passe en fourragé. Mais sinon, il n'y a pas de problème sur les mélanges variétales. Au contraire, ça a tendance à se développer. Alors, sur la partie septoriose, ça a beaucoup d'intérêt. Sur la partie rouille, avec les dérives, les dérives de résistance, de tolérance de certaines maladies qu'on peut avoir, c'est un petit peu moins vrai. Mais clairement, sur du mélange variétal pour de la filière, ça pose aucun problème. Par exemple, il y a une autre question. Ça concerne en blé, la baisse de rendement est-elle compensée d'un point de vue économique, par exemple, via la baisse des achats d'intrants? Donc, c'est une autre Alors question, non, bien sûr. on n'arrive pas forcément à compenser parce que en blé, le prix des semences s'équivaut. D'une variété à l'autre, on va être sur les mêmes ordres de tarifs. Et en termes de densité, on ne va pas jouer sur la densité, voire même, il était prévu qu'on l'augmente un petit peu parce que derrière, il y a d'autres leviers qu'on va activer, notamment pour la partie adventice, où on cherche à avoir un pouvoir étouffant pour la lutte contre les adventices, mais également, on va chercher à faire du désherbage mécanique. Donc, pour pallier à cette perte de pied qu'on peut avoir avec le mécanique, on va augmenter un petit peu la densité de semis. Donc, il n'y a pas de… Voilà, on va rester… on n'arrive pas à le compenser. Bon, c'est vrai que j'ai pas… c'est parce on manque de temps, mais au niveau des résultats, cette baisse de rendement ne compense pas, n'est pas forcément compensée par l'économie de phyto qu'on fait à la fin, quoi. Ok. On prend une dernière question. Après, je vais te laisser répondre aux autres dans le chat et Samuel. Vous avez mis en place un panel de leviers. Avez-vous envisagé un suivi expérimental qui vous permettrait de mesurer l'impact du choix variétal sur l'usage de phyto? Cette donnée permettrait peut-être d'avoir des choix plus marqués sur les variétés. Alors, c'est ce qui est très compliqué dans ces essais systèmes-là. Il y a eu beaucoup de débats avant la mise en place de ces essais-là. Est-ce qu'on part sur les mêmes variétés? Parce que c'est certain que d'avoir une variété différente d'un système à l'autre, en termes de comparaison, c'est compliqué. Après, il y a des essais menés en factoriel qui sont testés, notamment par la Chambre d'agriculture, sur une même variété pour voir entre un témoin non traité et l'utilisation de fongicides, voir l'impact qu'on peut avoir sur la variété. Mais nous, en tant que tel, sur l'essai système, on a privilégié les leviers agronomiques et malheureusement, le levier agronomique, ça passe par l'utilisation, heureusement d'ailleurs, ça passe par l'utilisation de variétés tolérantes. Mais je vous dis, là, en l'occurrence, là, sur le blé, cette différence s'estompe parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même dans la référence conventionnelle, on a une variété tolérante. À l'heure d'aujourd'hui, nous, dans la variété conventionnelle cette année, c'est du chevignon. Pourquoi? Parce que c'est une des variétés les plus implantées dans la région. Donc, la différence au tout début du projet Défi XP où on était sur du trapèze, où c'était une variété sensible, c'était une variété qui était la plus semée dans la région. Donc, on a respecté ce choix-là et ça nous arrangeait entre guillemets bien parce qu'elle était sensible aux maladies.
Maintenant, ce facteur-là, on l'a plus, hein, c'est chevignon ou extase avec variété tolérée. Enfin, ce sont des variétés tolérantes qui sont productives, qui tiennent dans la durée, parce que c'est des variétés qui tiennent le choc au niveau tolérance variétale. Après, nous, ce qu'on craint, c'est que d'ici quelques années, parce qu'on a, je vous dis, on a plus de 80% de la sol agricole au niveau de France qui est en chevignon extase. Le fait d'avoir une diversité moindre de variétés dans le secteur, forcément, on va sélectionner des souches sur ces variétés-là et à terme, on augmente le risque de dérive, de tolérance de ces variétés-là face à certaines maladies. Nous, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la maladie prédominante, c'était la septoriose. Là, avec le réchauffement climatique, malheureusement, la septoriose, elle est en train de laisser place à la rouille jaune. Et là, c'est une maladie qui est, entre guillemets, plus compliquée à gérer sur l'aspect fongicide que de la septoriose. Donc, on a aussi l'évolution climatique à prendre en compte dans ces systèmes-là, mine de rien, parce que ça évolue très vite. Merci Samuel pour cette présentation. On va passer au deuxième projet avec Damien, le projet Brise Collègues. Juste avant de vous laisser, de laisser la parole à Damien, alors je vais présenter rapidement le projet Brise Collègues. Pour sa part, c'est un projet qui est réparti sur 2 sites expérimentaux en Bretagne. Il teste 3 systèmes de culture légumière et vise, pour ces systèmes de plein champ à destination du marché du frais, à évaluer de nouveaux systèmes de production agroécologique. Un système à base intrant dont l'objectif est de réduire les produits phytosanitaires au minimum de 50%. Un système à ultra base intrant dont l'objectif de réduction des produits phyto est de plus de 75% et un système à conditions de production optimisées en agriculture biologique. Ce projet teste différentes stratégies pour n'utiliser les pesticides qu'en ultime recours. Il y a la lutte physique, les stratégies d'atténuation, les rotations culturelles et la lutte génétique, etc. Alors, Damien, je vais te laisser la main pour partager ton écran et tu as 15 minutes pour ta présentation. Très bien. Merci Romario. Donc, je vais vous présenter, partager l'écran. J'espère que ça va. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Super, ouais. Très bien, merci. Donc, du coup, merci de nous mettre en valeur par rapport à au projet Braise et collègues. Donc, je remplace au pied levé ma collègue Aurélie Le Goff-Pratt, qui ne peut être présent aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter comme la lutte génétique comme un levier majeur pour trouver des alternatives aux pesticides dans les systèmes légumiers. Voilà. Donc, le projet Braise et collègues, c'est un projet porté par l'AOP Serafel, qui regroupe des organisations de producteurs de légumes, donc qui comporte 2 sites expérimentaux, donc un site présent sur la station du Caté et un site expérimental sur la station de Terre d'Essai en agriculture biologique. Donc moi, j'exerce moi-même la fonction de chef de projet et nous appuyons également sur l'expertise, l'appui méthodologique, la diffusion et le transfert de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Alors, le projet Braise et collègues fait suite au projet Braise-Leg et l'objectif, c'est de confirmer les bons résultats que nous avons obtenus dans Braise-Leg, où nous avons obtenu une baisse d'IFT, donc d'indice de fréquence de traitement, de l'ordre de 54% en agriculture conventionnelle, sans perte de rendement et sans augmenter de façon substantielle les temps de travaux et la pénibilité. Et donc, pour être représentatif, en fin de compte, des cultures légumières de notre région, en Bretagne, nous sommes basés dans ce projet qui fait suite à Braise-Leg sur des cultures légumières de chou-fleur, d'artichaut, de brocoli, mais également d'échalotes. Et nous avons intégré une nouvelle culture, la salade, où les enjeux sont importants par rapport à la suppression des néonicotinoïdes. Et donc, nous sommes dans des boucles, nous fonctionnerons en boucle d'apprentissage avec le réseau DéfiFerme notamment, puisqu'il y a un DéfiFerme salade, on va dire sur le même territoire que le projet Braise et collègues.
Les objectifs du projet Braise et collègues, comme tu l'as dit, Romario, c'est d'aller encore plus loin que le précédent projet. Nous avons ambition de confirmer les résultats du précédent projet, mais aussi d'aller à moins 75% d'IFT sans affecter la performance et avec l'utilisation de produits phytosanitaires, de solutions phytosanitaires de synthèse en ultime recours. Pour la baie, comme c'est déjà des systèmes économes en intrants phytosanitaires en culture légumière, on veut qu'ils soient beaucoup plus attractifs et notamment d'un point de vue pénibilité. Et donc, nous avons intégré dans la boîte à outils des solutions disponibles pour s'affranchir de produits phytosanitaires, le levier génétique comme le principal outil et notamment pour la substitution en intégrant des variétés apportant des résistances aux principaux bioagresseurs. Donc, quels sont les différents bioagresseurs que nous avons dans nos systèmes de culture, dans les cultures de chou-fleur? Donc, la Bretagne, on peut produire du chou-fleur toute l'année, mais nous sommes confrontés pendant la période hivernale à une maladie qui s'appelle Mycosphaerella brassicicola, qui va engendrer des pertes de feuilles, comme vous voyez en haut sur la photo de gauche, et aussi, lorsque l'attaque est importante, des points noirs sur les feuilles après parage, lors de la vente, et ça peut être source de litige lors de la commercialisation. Sur brocoli, nous avons confronté à des problèmes, une maladie en recrudescence en Europe, qui est l'Aternaria brassicicola, qui se traduit par des taches noires sur les inflorescences et qui fait des pertes directes au champ. En brocoli également, nous avons le mildiou. Le mildiou et le fait d'avoir fait des essais variétaux en éliminant les variétés les plus sensibles. Aujourd'hui, ce critère-là, ce bioagresseur-là n'est plus majeur, mais plutôt mineur, et nous l'avons intégré dans nos évaluations variétales annuelles. L'échalote, les alliums sont confrontés à un bioagresseur important, le mildiou Peronospora destructor, et sur les variétés sensibles, un producteur peut utiliser 8 à 10 fongicides sur une culture pour protéger cette maladie qui est très virulente et qui pénalise fortement les rendements. Et donc, nous avons pour ces différentes cultures des essais, des expérimentations en parallèle du projet Braise et collègues pour apporter des solutions. Alors, on peut aussi se demander quand un producteur, quels sont les critères les plus importants qu'il va utiliser pour faire choisir une variété. Donc, c'est vraiment un choix multicritère puisque, par exemple, en chou-fleur, une variété correspond à un cycle physiologique. Donc, ça correspond à la période de récolte. Si je veux produire du chou-fleur d'hiver pendant plusieurs mois, donc je serai obligé d'utiliser plusieurs variétés. Après, ça va être la qualité, le feuillage, l'inflorescence, l'homogénéité de la variété. L'homogénéité, par exemple, en chou-fleur, ça peut déterminer le nombre de coupes. On n'est pas sur une variété, une culture, une récolte. On est sur une culture peut engendrer plusieurs passages, donc plusieurs dates de récolte. La flexibilité de la variété, et notamment par rapport aux dates de plantation, aux événements climatiques et sa stabilité dans le temps. Mais chaque variété, comme j'ai dit, correspond en fin de compte à une période de récolte. Pour avoir une production continue pendant 8 à 9 mois, un producteur peut avoir à choisir parmi une centaine de variétés. Et il y a une trentaine de nouveautés chaque année. Or, dans nos systèmes de culture légumiers, lors de l'inscription des variétés au catalogue officiel, il y a uniquement des tests de distinction, homogénéité et stabilité, mais il n'y a pas de référence en matière de valeur agronomique, technologique et environnementale. Donc, le producteur n'a pas de référence pour savoir si les variétés sont sensibles aux maladies ou non. Donc, ce que nous faisons au quotidien, de chaque année, et c'est des efforts que nous demandent les producteurs, c'est leur priorité, c'est de connaître, en fin de compte, la valeur, la performance agronomique des variétés, et notamment leur comportement aux maladies. Et donc, nous avons, à partir de ces essais, alimenté notre projet Braise et collègues par ces nombreuses références que nous avons en station expérimentale, à la fois au KT à terre d'essai. Et donc là, vous avez par exemple le chou-fleur avec la principale maladie Mycosphaerella brassicicola. Dans nos essais factoriels, nous avons
une conduite avec fongicide, une conduite sans fongicide. Et donc, nous comparons la performance des variétés dans ce dispositif. Et chaque année, nous communiquons aux producteurs sur à la fois la performance agronomique des variétés. Vous avez dans le tableau en bas une note sur 10, mais également un code couleur très simple pour savoir si la variété est résistante, c'est le code vert. Rouge, ça veut dire que la variété est très sensible à la maladie. Et orange, ça veut dire que la variété a un comportement intermédiaire et ça peut dépendre de plusieurs critères, notamment le précédent culturel. Donc, si vous êtes en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, l'agriculteur a l'information de la sensibilité des variétés aux maladies. Alors, lorsqu'on fait ça, ça permet d'avoir des références robustes, fiables, qui peuvent permettre de conforter des démarches en transition en agriculture biologique. Ça peut permettre aussi aux producteurs de se lancer dans des démarches sans résidus de produits phytosanitaires de synthèse. Et donc, c'est ces objectifs-là que nous avons intégrés dans le projet Braise et collègues, où on veut aller plus loin en ultime recours. Et notre objectif, c'est de vraiment diminuer l'IFT fongicide sur les espèces légumières en artichaut, chou-fleur, échalote de plus de 80% et en salade de plus de 75% avec une démarche zéro résidu. Alors, ça paraît comme ça simple sur le papier, mais il y a des trous dans la raquette, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, un agriculteur ne peut malheureusement pas utiliser de matériel génétique pour l'ensemble des dates de récolte. Alors, nous intégrons dans nos essais factoriels les maladies, même les plus récentes, comme Alternaria. Nous avons développé un pathotest, c'est-à-dire un test où nous avons inoculé la maladie, les souches d'Alternaria, sur les brocolis, et nous avons noté, quelques jours après avoir apporté la maladie, la sensibilité aux variétés. Et là, vous avez deux variétés qui sont des variétés qui représentent plus de 90% du marché des ventes de semences en Bretagne, la variété Ironman et la variété Steel. Et donc, nous avons mis en évidence une plus faible sensibilité, une moindre sensibilité de Steel à cette maladie. Donc, donc, c'est des résultats intéressants, notamment pour les producteurs en agriculture biologique qui n'ont pas de solution phytosanitaire. En échalote, Peronospora, le mildiou Peronospora destructeur, peut provoquer jusqu'à 60% de perte de rendement. Et donc, comme j'ai signalé tout à l'heure, les producteurs peuvent utiliser plus de 8 applications fongicides. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir des variétés résistantes au mildiou dès 2016 dans nos essais. Et nous avons mis en évidence un bon comportement de ces variétés-là sans protection fongicide, avec zéro protection fongicide. Donc, c'est un levier intéressant que nous avons intégré au projet Braise et collègues, comme les variétés de brocoli, la variété de brocoli résistante d'Alternaria, comme les variétés de chou-fleur résistantes au mycoplasma. Alors, si on regarde la situation en échalote, nous avons eu différentes années avec la culture d'échalote dans notre projet Braise et collègues, et le projet où nous comparons la performance agronomique à une pratique de référence qui correspond à la pratique médiane des producteurs du territoire, une pratique avec un objectif de moins 50% d'IFT. Et donc, en 2019, la variété résistante a présenté un rendement très satisfaisant, conforme aux attentes du pilote, conforme à nos attentes, et donc qui était sensiblement équivalente à l'objectif moins 50%. En 2020, c'était également le cas. En 2022, malheureusement, nous avons eu une forte pression et la variété résistante a exprimé des taches de mildiou. Donc, vous avez en 2022 les différences entre, vous voyez les différences de coloration du feuillage entre la variété qu'on avait jusqu'à présent qui était résistante au mildiou par rapport à la variété utilisée dans nos pratiques de référence et dans notre pratique moins 50% d'intrants qu'on appelle base intrant. Donc, vous voyez la différence de qualité de feuillage. Et un peu plus tard en saison,
vous voyez la différence entre la photo de gauche et la photo d'en bas à droite, où la variété annoncée résistante a exprimé une forte attaque de mildiou, et la seule résistance génétique n'a malheureusement pas suffi pour contrôler le mildiou. Ce résultat est représentatif de ce qui s'est passé en production. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas pu confirmer la résistance sur ce matériel en 2022. Alors, on peut se poser la question, là j'ai un exemple un peu décevant, mais j'ai envie aussi de vous présenter un exemple qui est de manière historique, où on confirme que la lutte génétique est un outil majeur pour les systèmes de culture légumiers, c'est le romanesco. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, le romanesco, c'était des variétés population extrêmement hétérogènes, sensibles au mildiou, sensibles aux pucerons, et les producteurs, pour avoir une production de qualité, utilisaient un fongicide et un insecticide. Alors, dans les essais variétaux OKT, nous avons coupé toutes les têtes en deux. Et nous avons observé si dans les différentes variétés, nous avons du puceron ou du mildiou. Et nous avons mis en évidence différentes variétés qui avaient un excellent comportement vis-à-vis de ces bioagresseurs. Et nous les avons proposés aux producteurs. Et depuis quelques années après, la production biologique s'est développée suite à la confirmation en production que le levier génétique était extrêmement efficace. Alors, ce levier est toujours, bien sûr, utilisé par les producteurs pour s'affranchir de pesticides et de fongicides et d'insecticides sur le romanesco. Alors, on peut faire un bilan de la situation à aujourd'hui. Le levier génétique, c'est un outil très important, en fin de compte, c'est le principal outil dans nos systèmes, dans la boîte à outils des solutions que nous avons afin de s'affranchir de pesticides. Et lorsqu'on compare les différentes résistances, sur chou-fleur, sur Mycosphaerella, les premières variétés résistantes ont été mises en évidence en début des années 2000, en 2001. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne toujours. Et ça permet de s'affranchir de fongicides. C'est robuste, fiable, efficace. Par contre, nous souffrons actuellement de ne pas disposer de variétés résistantes pour l'ensemble du calendrier culturel. La résistance au levier génétique, qui peut être aléatoire, et j'en ai pas parlé dans mon exposé, mais par exemple sur la hernie, il y a des variétés qui sont résistantes, que nous avons que nous avons évaluées, donc nous confirmons cette résistance, mais seulement à certaines souches. Et donc, ces variétés-là, dans des parcelles avec d'autres souches, elles peuvent être sensibles. Les variétés résistantes à hernie n'ont pas été intégrées dans le projet Braise et collègues, mais nous connaissons en fin de compte la valeur intrinsèque de chaque variété. Et donc, sur salade, nous avons par exemple des cycles très courts, très rapides entre les nouvelles souches de mildiou. Et donc, ça oblige les sélectionneurs à rechercher continuellement de nouvelles combinaisons génétiques. C'est une course en avant. Et donc, le parfait exemple, c'est le mildiou de la laitue, où on doit être, sauf erreur de ma part, à la souche 37 aujourd'hui. Et donc, on peut se poser la question, sur échalote, est-ce que nous n'avons pas eu en 2022 des souches plus agressives, des nouvelles souches? Est-ce que la pression n'était pas simplement trop forte? Nous n'avons pas aujourd'hui les réponses à l'ensemble des questions, mais nous y travaillons et nous y travaillons collectivement avec l'ensemble des acteurs bretons pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en 2022. Donc, merci pour votre attention. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Merci Damien, merci pour ta présentation. Alors, nous allons rapidement passer à la séance questions-réponses. Et du coup, moi-même, j'ai une question.
En fait, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on doit penser l'intégration du levier génétique dans une approche système, donc pour gérer les maladies, bien sûr. Alors, nous avons, je peux prendre l'exemple de notre projet. C'est un peu, je vais confirmer hein, l'approche qu'a présentée Samuel. Nous avons, à partir des attentes et des objectifs que nous avons, donc de s'affranchir de produits phytosanitaires de synthèse et l'utiliser en ultime recours, nous avons, en fin de compte, intégré le levier génétique et nous les avons combinés avec d'autres solutions, des solutions notamment de biocontrôle. Je prends l'exemple du brocoli. Si je veux produire un brocoli s'affranchissant de pesticides, j'utilise une variété que j'ai présentée à la base avec un meilleur comportement à l'alternariat, que je vais combiner avec des solutions de biocontrôle comme du Bacillus thuringiensis, par exemple, pour contrôler les chenilles. Donc, nous avons fait ce travail collectivement, nous avons construit avec les conseillers agricoles, les experts des cultures, culture par culture, en atelier, en amont du projet. Et donc, nous avons établi des stratégies par rapport à des attentes qui ont été exprimées par l'ensemble des acteurs, qui représentent les acteurs économiques, le conseil, la technique. Et donc, nous avons intégré ça en utilisant dans notre boîte à outils disponible le levier génétique comme le principal levier pour atteindre nos objectifs. Ce n'est pas le seul levier, mais aujourd'hui, pour les cultures les producteurs de légumes, sur les légumes, en fin de compte, que j'ai cités tout à l'heure, donc les choux, les artichauts, la salade, l'échalote, le levier génétique reste la base pour arriver à des systèmes de culture performants avec le minimum d'intrants phytosanitaires. Et c'est pour ça que la référence, on va dire, si le levier génétique est important, ça veut dire que le référencement des variétés est également important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réaliser des essais dans chaque bassin de production pour confirmer, en fin de compte, la résistance ou la tolérance des variétés aux bioagresseurs. Merci, Damien. À titre d'information, nous avons Oui. sur la station, mais également en lien avec notre partenaire Terre d'Essai, nous avons sur les différents choux avec un X, le chou-fleur, le brocoli, romanesco, les choux-couleurs, nous avons 150 variétés en essai en 2022, des variétés que nous allons évaluer jusqu'à la récolte et nous allons noter la sensibilité des différentes maladies. Donc, c'est des essais en région, c'est des essais qui se veulent être, en fin de compte, transférables ensuite à la production. Et donc, nous allons notamment noter tous les bioagresseurs et la sensibilité sur les variétés. Oui, merci Damien. Tout à l'heure, tu as parlé des NNI dans ta présentation. Est-ce que tu peux préciser les enjeux de l'arrêt des NNI pour la culture de salade? Oui. Donc, en fait, la salade, c'est une culture où il y a des pucerons et il y a une sens forte, il peut y avoir de la présence de pucerons sur les salades. Or, aujourd'hui, les attentes du consommateur, c'est d'avoir une salade indemne de présence de bioagresseurs. Et notamment, nous travaillons dans Braise et collègues sur une salade plutôt 4e gamme, avec de fortes attentes sur le sujet. Et donc, l'arrêt des néonicotinoïdes de synthèse, en fin de compte, a un peu perturbé les itinéraires techniques en culture de salade. Et donc, nous avons voulu justement intégrer la salade qui représentait un enjeu, une culture majeure en Bretagne. Et donc, notamment, je rappelle, le projet a été construit début 2018, qui faisait suite qui était en phase avec l'arrêt des néonicotinoïdes de synthèse. Donc, nous avons voulu intégrer le levier génétique, mais également d'autres solutions comme les filets, les outils de biocontrôle
pour essayer d'avoir une production de qualité sans utiliser ou l'utilisation d'insecticides en ultime recours. On prend une toute dernière question, après on va te laisser le soin de répondre aux autres questions dans le chat. Y a-t-il des perspectives de développement de variétés intéressantes pour compléter les trous du calendrier culturel? Sinon, quels sont les freins? Oui. En fait, nous avons c'est très long pour créer une variété. Les sélectionneurs nous annoncent en chou, c'est à peu près une quinzaine d'années. Donc, je vous ai dit, les premières variétés, on les a mis en évidence au début des années 2000. C'était sur un segment particulier. On peut produire du chou-fleur toute l'année, 12 mois sur 12, mais le Mycosphärella, en fin de compte, c'est une maladie qui va être sur 7-8 mois. Et donc, le fait d'avoir les différents segments avec des hautes, on va dire, des bons comportements par rapport au Mycosphärella, c'est pas encore, c'est pour bientôt, mais c'est pas, à l'heure actuelle, le producteur ne peut pas utiliser 100% de variétés résistantes. Alors, on peut avoir un débat aussi là-dessus. On ne cherche pas des variétés avec 0 tâche. On peut vivre avec quelques tâches bioagresseurs. On cherche des variétés où la maladie s'exprime à un niveau où il n'y a pas de préjudice économique. Et donc, en fin de compte, on peut avoir des résistances, des comportements avec une sensibilité moyenne, intermédiaire, et qui correspondent aux attentes du producteur et aux attentes du marché. Merci, Damien. On va peut-être passer à la troisième présentation, donc la présentation du projet Salsa avec Laurent. Alors, rapidement, je vais introduire le projet Salsa, mais juste avant, j'aimerais vous rappeler qu'il y a possibilité que vous contactiez directement les intervenants en utilisant les adresses qui vont s'afficher à l'écran. Du coup, c'est pas encore. En utilisant les adresses qui sont affichées à l'écran. Donc, vous avez la possibilité de leur poser directement des questions, donc en envoyant des messages à ces adresses-là. Et pour le projet Salsa, nous allons accueillir Laurent de INRAE. Alors, le projet Salsa, c'est les systèmes viticoles agroécologiques mobilisant la résistance variétale et les régulations naturelles. Ce projet vise à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des systèmes de culture viticole présentant une rupture majeure d'usage des produits phytosanitaires. Pour cela, il teste 5 systèmes de culture mis en place sur 3 sites expérimentaux implantés dans 3 grands bassins représentatifs du vignoble français. Ce projet mobilise une combinaison de leviers, donc régulation naturelle des bioagresseurs, gestion de sols sans herbicides, traitement en dernier recours et résistance variétale, pour réduire de 80 à 100% les IFT par rapport aux références régionales, augmenter la biodiversité, maximiser leur fonction écosystémique, tout en satisfaisant les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production. Alors, Laurent, je te laisse la main pour partager ton écran. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Pas de souci. Ça marche. Très bien, donc je vais vous présenter en quelques minutes donc, le projet Salsa, donc je viens de présenter Romario, qui est vraiment centré sur l'utilisation de la résistance variétale en viticulture. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais donner quelques éléments de contexte, notamment pour les gens qui ne sont peut-être pas trop familiers à la viticulture. Donc, pour indiquer que les bioagresseurs majeurs à laquelle la viticulture a affaire sont en fait des bioagresseurs qui sont finalement, quand on regarde dans le temps, assez récents en France et en Europe. Ce sont des envahisseurs en fait qui sont arrivés en Europe à la fin du 19e siècle depuis les États-Unis. Donc, il y a eu tout d'abord le Oïdium du 145, puis le Phylloxera bien connu, puis le mildiou, puis le black rot, voilà, en quelques années. Et en fait, ça a complètement révolutionné le vignoble et ces bioagresseurs ont entraîné des dégâts très, très importants à l'époque, hein, et notamment l'arrachage quasiment complet des vignobles français dû au Phylloxera.
Et donc, ça a bouleversé complètement les systèmes de culture. Alors, en fait, ce qui s'est passé face à ces envahisseurs, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on a commencé à découvrir en fait, l'effet de produits de traitement bien connus, le cuivre et le soufre. Et en fait, ça a été le début vraiment de l'utilisation massive des produits phytosanitaires. Avant, la vigne n'était pas traitée du tout, avant l'arrivée de ces envahisseurs. Donc, d'abord au soufre et au cuivre. Et de manière parallèle, il y a eu également une forte activité de création variétale pour lutter contre ces bioagresseurs, en allant chercher en fait, des sources de résistance dans le bassin d'origine de ces bioagresseurs, aux États-Unis, et donc créant des variétés par sélection qui pouvaient être résistantes à ces bioagresseurs. Donc, il y a eu la création de ce que certains peut-être connaissent d'hybrides producteurs directs, et également découvert du greffage de la vigne. On a pu reconstituer le vignoble sur des porte-greffes résistants au phylloxéra. Et puis, au cours du XXe siècle, en fait, il y a eu un changement de viticulture avec un développement de la viticulture de qualité, l'apparition des AOC, le classement des variétés, et en parallèle, après la guerre, le développement des fongicides de synthèse qui a finalement, on a vu la disparition en fait, de l'usage de la résistance variétale contre les maladies, le mildiou et le médium, du fait de la mauvaise qualité des hybrides, puis du fait de solutions aussi beaucoup plus faciles pour lutter contre ces bioagresseurs. Donc, ces variétés résistantes qui occupaient presque 30% du vignoble français, qui était d'ailleurs beaucoup plus grand à l'époque, ont quasiment complètement disparu à la fin du XXe siècle. Il n'y a quasiment plus aucune variété résistante à ces maladies dans le vignoble. Et puis, il y a quand même eu des programmes de sélection qui ont continué pour faire des variétés plus qualitatives. Et puis, après, au début du XXIe siècle, le contexte éco-phyto que tout le monde connaît, qui a redonné finalement de l'attrait pour la résistance variétale. Et on a obtenu le classement des premières variétés en 2018 de résistantes au mildiou et à l'oïdium. Et dans la foulée, les premiers déploiements en France. Donc, en fait, on s'intéresse à ce sujet. On est en viticulture quasiment sur une innovation, même si c'est quelque chose d'assez ancien. On est finalement sur quelque chose qui n'est quasiment pas développé dans le vignoble, pas utilisé par les viticulteurs, et sur lesquels ce projet vise à acquérir un certain nombre d'informations. Alors, je ne reviendrai pas sur les objectifs, Romario en a parlé, mais ce qui est important, c'est que l'utilisation de la résistance variétale vise principalement le mildiou et l'oïdium, qui sont à l'origine d'à peu près 80% des traitements, des IFT sur la vigne. Voilà. Donc, c'est ces deux maladies qui sont ciblées. Et donc, les systèmes qui sont mis en œuvre dans ce projet visent à mobiliser une combinaison de leviers, bien évidemment, principalement donc centrée sur la résistance variétale au mildiou et à l'oïdium, gestion de la culture, donc utilisant de ces variétés, qui sont des variétés récemment créées par INRAE, donc associées à des conduites culturales, modes de taille, opérations en verre, etc. Une partie qui est plus liée, on va dire, à la gestion du sol, aux infrastructures agroécologiques et la gestion des couverts végétaux dans la vigne qui permettent d'abord de se passer d'herbicides, mais également d'assurer une fertilité des sols, une qualité physique des sols, permettant de limiter les bioagresseurs et également permettant de préserver les auxiliaires, notamment ceux qui sont favorables à la régulation des ravageurs, pour pouvoir effectivement agir sur les insectes. Et puis, le troisième levier, c'est de la lutte directe à base de produits phytosanitaires, donc chimiques ou biologiques, donc qui sont destinés à lutter contre les bioagresseurs qui ne sont pas gérés par la résistance, qui sont destinés à améliorer potentiellement l'efficacité des résistances et qui sont destinés aussi à favoriser la durabilité des résistances. On pourra en parler à la fin si vous le souhaitez. Donc, en termes de dispositifs, on teste, donc, comme Romario l'a dit, un certain nombre de systèmes qui sont répartis dans trois bassins viticoles qui sont assez tranchés en termes de conditions agroclimatiques, donc l'Alsace, le Bordelais et l'arc méditerranéen. Et en fait, tous les systèmes qui sont testés ont la même combinaison de leviers. Alors, derrière le levier peuvent être un petit peu différents, les variétés ne sont pas forcément les mêmes, les couverts végétaux ne sont pas forcément les mêmes, les règles de décision de traitement ne sont pas totalement les mêmes, mais globalement, c'est les mêmes leviers qui sont mobilisés, ce qui nous permet d'avoir en fait une analyse un peu globale du système à échelle nationale sur plusieurs années. Donc, tous ces dispositifs sont randomisés, c'est-à-dire qu'en fait, les systèmes sont répétés de manière spatiale, ce qui est assez important quand on a des grandes parcelles. Et dans chaque dispositif, il y a comparaison donc, du système DEFI qui contient la résistance variétale et les infrastructures agroécologiques à un système de référence qui est en fait à partir d'une autre variété, d'un cépage qui est sensible à ces maladies et en général conduit en conventionnel, parfois en bio, mais en général en conventionnel. Donc, au sein de ce réseau, donc on regarde donc, deux choses. On essaye d'avoir un certain nombre d'indicateurs, donc certains qui sont liés aux pratiques culturelles, donc on peut quantifier les IFT bien évidemment, des temps de travaux, des coûts, etc. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont recueillis sur le sol, également sur la plante, évidemment la production, on va jusqu'à la vinification. Beaucoup d'éléments sur les couverts végétaux également, et puis tout ce qui est auxiliaire biodiversité, parce qu'un des objectifs, c'est de voir si le fait d'avoir des systèmes finalement très peu traités, on ne peut pas favoriser les auxiliaires et la régulation naturelle, et puis bien évidemment,
l'efficacité sur les bioagresseurs qui sont regardés. Alors, donc les résultats, effectivement, ça peut forcément s'entendre que sur la durée et sur la globalité des dispositifs. Hein, donc, je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais j'ai essayé d'illustrer en fait quelques indicateurs, quelques résultats sur quelques sites ou quelques années pour illustrer et pouvoir éventuellement échanger. Alors, quand on regarde l'effet sur la réduction d'intrants, donc là, je vous montre l'exemple du site de Bordeaux, hein, où on voit l'IFT hors biocontrôle et l'IFT biocontrôle sur 4 années. Donc, vous avez en vert l'IFT du système défi qui mobilise la variété résistante, et puis l'IFT du système de référence en orange. Et j'ai également rajouté les références du réseau ferme en fait, sur le secteur pour pouvoir situer ça. Et donc, on voit qu'on a des IFT hors biocontrôle à peu près entre 1 et 2 sur ces systèmes-là, contre 8 à 10 sur le système de référence au réseau ferme. Qui est d'ailleurs un IFT de référence plutôt bas par rapport aux pratiques globales, hein, puisqu'elle correspond au réseau ferme. Et puis un IFT biocontrôle qui est également, bon, là, que le choix a été fait de pouvoir produire biocontrôle sur ces systèmes, donc qui est nul et qui est inférieur également aux références. Donc en fait, c'est ce qu'on retrouve un peu sur tous les sites. On a une réduction de l'IFT hors biocontrôle qui est environ de 70 à 90% selon les années et selon également les références que l'on prend pour comparer. Donc là, c'était l'objectif initial qui est atteint. Alors, il peut être intéressant aussi de regarder finalement cette baisse d'IFT, qu'est-ce qu'elle donne aussi en termes d'impact des produits phytosanitaires. Et pour ça, en fait, on calcule des IFT par phrase de risque. Voilà, donc c'est un petit calcul à faire. On prend chaque produit, chaque phrase de risque, on y recalcule un IFT. Et donc, évidemment, ça suit forcément l'IFT total et l'IFT hors biocontrôle. Et donc, on voit que finalement, on a une réduction pour certaines phrases de risque importantes, une réduction importante de l'IFT. Donc, sur les phrases de risque, je pense, vous y êtes plus ou moins familier, mais on va dire les phrases de risque H300 et quelques sont plutôt sur la santé. On a une réduction qui est importante, mais qui est finalement un peu faible, parce que la référence qu'on prend est une référence de conduite sans produit CMR, donc il n'y a finalement pas énormément d'impact non plus. Mais on voit effectivement un impact important, par contre, sur l'IFT, sur les phrases de risque environnement H400, H410, H411. Donc là, c'est l'exemple du site de Colmar de 2021, mais c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment à peu près dans tous les sites. Alors, point important, donc la maîtrise effectivement sanitaire, la maîtrise des bioagresseurs. Donc, mildiou et idium, c'est les 2 bioagresseurs qui sont ciblés par la résistance. Et là, je vous ai mis les résultats de 2 années sites pour laquelle la pression a été particulièrement importante et on peut bien mesurer l'efficacité. Donc, Bordeaux en 2020 ou Colmar en 2021. Et donc, vous avez en fait les résultats sur les grappes, sur ces 2 graphiques. Donc, à gauche, la fréquence de grappes attaquées, la fréquence de grappes qui ont au moins un symptôme, et puis l'intensité d'attaque qui est le dégât. Donc, pour le mildiou à gauche et pour le idiom à droite. Donc, sur la référence en orange et sur le système défi en vert. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement, malgré très forte pression, une très bonne maîtrise finalement du mildiou et de l'oïdium. Pour le mildiou, on n'a pas une maîtrise totale parce que c'est des résistances qui sont partielles et donc on peut avoir des symptômes, mais en termes de limitation des dégâts, c'est très important. Alors pour l'oïdium, la résistance est totale, donc on n'a absolument aucun dégât. Pour le mildiou, on a une réduction très importante des dégâts. Je rappelle quand même qu'entre le orange et le vert, il y en a un qui est traité et l'autre peu, donc c'est la différence. Donc on a vraiment une bonne efficacité, une très bonne maîtrise sur grappe grâce à la résistance variétale. On a la même chose sur feuille, je ne vous montre pas les résultats, mais on trouve pas la même chose sur feuille, donc qui n'est pas totale, mais qui est très intéressant. Donc c'était aussi un objectif qui est visé. Et puis il y a d'autres maladies donc, qui ne sont pas finalement, pour lesquelles il n'y a pas de gène de résistance en fait, dans ces variétés, donc qui ne sont pas ciblées par la résistance, et particulièrement des maladies qui, sur des variétés sensibles, sont gérées par les traitements qui ciblent le mildiou et l'oïdium. Et c'est le cas du black rot, par exemple. Donc, c'est effectivement une vraie problématique parce que, du coup, de moins traiter ces variétés, on risque de faire remonter des maladies qui sont habituellement gérées par les fongicides. Et donc, c'est une vraie problématique qu'on essaie de traiter dans ce projet aussi. Et donc là, je vous ai montré les résultats du site de Bordeaux, sur lesquels, en fait, le système est conçu du fait qu'on est à l'intérieur des parcelles avec les variétés résistantes, on a des parcelles qui ne sont pas traitées et des parcelles qui sont traitées selon le système. Donc, on peut comparer finalement l'efficacité pour la même variété de la stratégie de traitement. Et donc là, je vous ai mis les résultats sur 4 ans, sur le site de Bordeaux, sur la partie non traitée en orange et sur la partie traitée selon la règle de décision dans le système en vert, la fréquence de grappes attaquées par black rot à gauche et l'intensité d'attaque sur les grappes à droite. Et on voit qu'il y a une présence de black rot qui est effectivement importante parce qu'on a des fréquences d'attaque qui sont très élevées, que ce soit traité ou pas. Et sur termes d'intensité, donc la quantité de dégâts, on a sur les parties non traitées des dégâts quand même qui sont importants, voire très importants. Ça va de 25-30% jusqu'à 100% de dégâts quasiment.
Et les traitements qu'on met en œuvre, hein, vous avez les IFT, c'est à peu près de 1 à 2. On arrive certaines années à assez bien maîtriser, à limiter les dégâts. Et puis, on a une année comme 2021 où on n'a rien maîtrisé du tout et on a eu la récolte quasiment détruite à 80% par le Black Rot. Donc, c'est un sujet qui est effectivement très important. On a un impact potentiellement important de cette maladie et qui va être très dépendant du site, de l'historique, de l'année et de la variété. Là, je vous ai montré le résultat le pire. Ce n'est pas tout à fait pareil dans tous les sites. Hein, donc, il y a effectivement des effets sites, des effets années, des effets climat, éventuellement potentiellement des effets variétés. Alors, il y a aussi d'autres bioagresseurs qu'on regarde, qui sont des bioagresseurs un peu voilà, qu'on ne connaissait pas beaucoup ou qu'on ne connaissait plus. Le cas de l'Erinose, on le connaissait bien, mais le cas de l'Anthracnose, qu'on ne connaissait quasiment pas. Moi, je n'en avais jamais vu personnellement avant de travailler sur ce sujet. Et donc, effectivement, le fait de baisser la pression fongicide, voire insecticide, parce qu'on n'en fait pas du tout en fait, dans ces systèmes, on voit apparaître des choses. Vous avez à gauche de l'Erinose sur les grappes, par exemple. On peut voir de manière fréquence assez importante parfois. Et puis, il y a des symptômes d'anthracnose sur les feuilles et sur les grappes. Ceci dit, ça reste en fait des dégâts ponctuels, enfin des symptômes ponctuels qu'on peut voir. Ça n'entraîne pas de dégâts importants. Il n'y a pas eu de généralisation depuis quelques années de ces maladies qui ont entraîné des pertes de récolte. Mais c'est des choses qu'il faut effectivement continuer à suivre sur le long terme. Voilà en gros pour les bioagresseurs. Alors, j'essaye de balayer un certain nombre d'indicateurs pour vous donner une bonne vision. Donc, pour avoir une vision un peu plus globale des impacts, on utilise la méthode Indigo, que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui a été développée sur vigne, avec des paramètres sur les produits phytosanitaires, sur la couverture des sols, sur l'azote, sur l'énergie. Donc, ça prend en compte les pratiques globales et également le parcellaire qui est en jeu. Et donc là, je vous ai mis sur le site de Bordeaux et Colmar les résultats en fait, moyens sur 3 ans des indices Indigo, donc qui vont de 0 à 10. Et en fait, donc, plus la note est élevée, plus l'impact est faible. Voilà. Et donc, on peut voir que globalement, il y a un meilleur résultat en fait, pour les systèmes qui mobilisent, qui sont testés dans le cadre de ce projet, notamment sur l'indicateur phytosanitaire, parfois sur la couverture des sols. Sachant que les références ici ont également des bonnes notes parce que finalement, ils ne mobilisent pas beaucoup non plus de phyto, pas d'herbicides et souvent des couverts végétaux également. Donc, les notes sont déjà bonnes pour les références, mais sont vraiment très bonnes pour les systèmes défis. Alors, en termes de temps de travaux également, donc effectivement, comme on mesure toutes les pratiques, on peut mesurer les temps de travaux. Donc là, je vous ai mis l'exemple du site de Colmar. Donc, on est sur 4 ans. Donc, on a finalement des temps de travaux manuels qui semblent légèrement supérieurs tous les ans par rapport au système de référence et des travaux mécanisés qui sont globalement inférieurs. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour la partie mécanisée sur tous les sites et qui sont principalement dus au fait que la référence est également une référence sans herbicide, donc avec un travail mécanique des sols, donc tu sais qu'on n'a pas de différence là-dessus, mais on a une différence sur le nombre de passages finalement de traitement, qui donne une différence dans le travail mécanisé. Et la différence manuelle, elle est là un petit peu en défaveur du système défi. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les sites, ça dépend beaucoup de la référence. On a finalement, on verra assez peu d'écart en temps de travail manuel sur ces systèmes. Et alors, donc, un autre élément important qu'on essaie de regarder, c'est effectivement l'impact sur un certain nombre de communautés d'organismes d'arthropodes qui sont notamment connus pour effectuer une régulation des ravageurs. Donc, dans ces systèmes, on n'effectue aucun insecticide. Et donc, ce qu'on veut regarder, c'est si le fait de traiter très peu, de passer très peu souvent avec le pulvérisateur, on peut augmenter, favoriser les populations de ces arthropodes qui sont connus pour leurs effets de régulation. Et on regarde également l'effet sur les pollinisateurs. Donc, on fait ça avec des pièges. On regarde au sol avec des pots barbeurs, sur la canopée avec des battages et avec des captures pour les pollinisateurs. Donc, je vous ai mis quelques résultats, vraiment des exemples de résultats. Donc, vous avez ici l'abondance des prédateurs au sol, donc au stade floraison en 2021 sur les 3 sites. Donc, on mesure les abondances d'araignées, d'opinions, de carabes, etc. Et donc, surtout, ce qu'on voit ici, c'est que il y a parfois une différence énorme entre les 2 systèmes, mais il y a une différence importante, effectivement, entre les sites. Et puis là, il n'y a qu'un stade, on fait plusieurs mesures dans l'année. Il y a aussi des différences, finalement, entre les stades végétatifs. Et puis, vous avez mis un deuxième exemple sur les prédateurs dans la canopée, donc de la même manière, les araignées, les opinions dans la canopée qu'on retrouve. Et là, pour le site de Colmar, sur, on va dire, 3 années différentes, où on voit qu'il y a de la variabilité également en termes d'abondance, et il y a aussi de la variabilité sur les différences entre les systèmes.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur tous les sites. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas finalement de tendance extrêmement forte qui se dégage de l'impact de ce système sur les communautés. On a vraiment besoin d'une analyse pluriannuelle et pluricite en fait de ces résultats qui sont très conséquents. On a beaucoup de données là-dessus et qui inclut aussi les pratiques parce qu'effectivement, comment on compare finalement des systèmes qui ont des pratiques temporelles assez différentes et qu'on réalise des piégeages que 2-3 fois dans l'année, on peut avoir en fait un effet d'une pratique et plus que d'un système. Et donc, on a besoin vraiment d'analyser l'impact de ce système au regard de la succession des différentes pratiques. Voilà, donc pour conclure, en fait, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, alors j'étais assez rapide pour vous donner globalement une idée large, mais on pourra échanger. Donc, effectivement, une réduction d'intrants qui est très importante. On a une réduction de plus de 70% de l'IFT, mais voilà, on ne peut pas réduire de 100% les IFT, même contre les maladies aériennes. On l'a vu avec le Black Rot. En termes de performance, on a une maîtrise sanitaire comme des bioagresseurs qui est bonne, même très bonne, en fait, sauf effectivement pour le Black Rot, qui est une problématique qu'il faut creuser un petit peu plus fortement. On a globalement des indicateurs des risques environnementaux qui sont plus satisfaisants, qui viennent du fait qu'effectivement on traite moins, et un faible impact globalement sur les temps de travaux et les coûts de mise en œuvre, sachant que bon, les systèmes sont globalement pas extrêmement différents en termes de densité de plantation, etc. Donc il n'y a pas de coûts très différents qui sont engendrés, si ce n'est une réduction des traitements. Et puis, en termes de l'impact sur la biodiversité, de la régulation des ravageurs, effectivement, je l'ai dit, il y a beaucoup de variabilité entre sites, entre années. Et là, on a vraiment besoin d'analyser plus précisément pour voir si le fait d'avoir un système bien moins anthropisé permet finalement de favoriser l'ensemble de ces ravageurs. Donc, il y a effectivement beaucoup d'enjeux au déploiement de ces systèmes qu'on n'a pas traités ici, et je pense que vous les connaissez. Il y a les enjeux d'abord qui sont liés en fait à la typicité, à la qualité des vins qui sont produits. Changer de variété en viticulture, notamment dans une viticulture qui est dominée beaucoup par les appellations d'origine, c'est très compliqué. C'est pas simple du tout, donc c'est un enjeu très important de ce déploiement. Et le deuxième enjeu, c'est aussi l'enjeu, ça a été évoqué par les orateurs précédents, de la durabilité des résistances. On sait très bien que les résistances sont potentiellement pas toutes durables, que les maladies ont une capacité finalement à contourner les résistances, et c'est particulièrement important quand on est sur des cultures pérennes qu'on implante pendant 40 ou 50 ans. Voilà. Donc, il y a un véritable enjeu aussi de conduire ces systèmes pour améliorer la durabilité des résistances. Donc, ça, c'est des sujets qui sont traités dans d'autres dispositifs qui sont conduits par NRAE ou par les partenaires. Voilà, merci de votre attention. Je voulais également remercier l'ensemble des gens qui participent à ce projet, que vous retrouvez sur cette diapositive. En Alsace, au LAE, l'unité expérimentale, c'est au devant du chapitre. Voilà, merci de votre attention. Merci Laurent pour ta présentation. Alors moi, j'aurais une question. En fait, selon toi, Laurent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ce système transférable auprès des producteurs, les systèmes que vous testez en fait dans le cadre du projet Salsa? En fait, ces systèmes, ils sont déjà transférés auprès des viticulteurs. C'est-à-dire qu'il y a… donc nous, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ces dispositifs, ils ont été implantés il y a une dizaine d'années maintenant, sauf celui de Montpellier qui est implanté plus récemment, mais globalement, ça fait 10 ans qu'ils sont plantés, avant qu'en fait les variétés soient autorisées en fait, à planter. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase vraiment de déploiement de ces variétés, alors qui va doucement, parce qu'on est à peu près à 2000 hectares de variétés résistantes de planter sur un vignoble, on fait ça 50 000 à peu près, donc voilà, c'est tout modeste. La problématique du déploiement, il vient du fait qu'on ne peut pas utiliser ces variétés pour faire tous les types de vins, on ne connaît pas forcément bien la qualité de ces vins, etc. Donc, ça freine un peu le déploiement. Mais aujourd'hui, c'est des systèmes qui, effectivement, sont diffusés auprès des producteurs. Après, l'intérêt de projets comme ça, c'est de voir quelles questions, finalement, on doit traiter aujourd'hui. Et on voit que les questions de la gestion des maladies secondaires, c'est une question importante sur laquelle nous, on apporte des informations, mais qui n'est pas totalement tranchée et qu'il faut apporter à travers un certain nombre d'études. Voilà. Mais globalement, et donc il y a d'autres dispositifs qui existent, qui sont finalement des dispositifs d'observation de ces systèmes directement chez les viticulteurs et qui permettent de capter des informations moins précises que dans ces dispositifs, mais chez un plus grand nombre d'acteurs et dans un plus grand nombre de situations agroclimatiques pour répondre à ces questions. Et les variétés testées sont-elles acceptées par les appellations?
Alors là, c'est des choses qui ont changé récemment, donc il faut… Alors ça, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais on peut en parler. Effectivement, on va dire dans le but de faire disparaître finalement dans l'histoire les hybrides du vignoble français, on avait été jusqu'à interdire au niveau européen de faire des vins d'appellation avec des hybrides. Donc, on ne pouvait pas, jusqu'à récemment, produire des AOC avec des variétés résistantes, des croisements en fait, avec des variétés étrangères. Donc là, la réglementation a changé récemment. Et à titre expérimental, pour les appellations qui le souhaitent, selon une modalité expérimentale qui est un peu complexe, on peut commencer à planter ces variétés dans certaines appellations. Donc ça, c'est vraiment le début de quelque chose d'important. Après, sinon, ces variétés peuvent être valorisées en vin ce qu'on appelle en vin sans appellation, en vin de France ou l'ex-vin de table, etc., où les gens peuvent planter les variétés, faire du vin, le vendre en vin de table, etc. Ou certains, ce qu'on appelle les IGP, donc les anciens vins de pays, peuvent mettre dans leur cahier des charges également ces variétés, beaucoup l'ont fait d'ailleurs, pour pouvoir effectivement utiliser et vendre ces variétés. Donc on est un petit peu en fait au début de l'histoire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des informations, d'acquérir des connaissances au début de ce déploiement pour pouvoir finalement accompagner les viticulteurs à utiliser ces variétés. Merci Laurent. Je crois que nous allons nous arrêter là pour ce webinaire. Et donc, nous allons vous donner rendez-vous à vous participants à un prochain webinaire Défi XP qui du coup aura lieu le 20 avril sur la mobilisation des acteurs territoriaux pour trouver des alternatives aux pesticides. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire à partir du lien disponible dans le chat. Et pour en savoir plus sur les webinaires Défi XP, je vous invite à consulter la page Ecophytopic spécifiquement dédiée au webinaire, où vous allez retrouver en fait les replays de tous les webinaires passés et la programmation des prochains webinaires. Merci pour votre participation. Vous aurez accès prochainement à l'ensemble des supports de présentation, au contact des intervenants et au replay, en espérant vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir.